il n'y a aucun document grec, ça n'existe pas. On va dire qu'ils ont fait sans pouvoir montrer un document émanant de leurs mains. Et un document qui est fait par un mathématicien africain du nom de Yamessou, nous sommes aux alentours de 1700 de l'ère ancienne, sur son document, qui est un traité mathématique qu'on appelle le papyrus de Rhin, vous avez tous les théorèmes de Thalès, de Pythagore, enfin ils sont tous là. En face, vous avez des gens pour lesquels on n'a aucun document. Par exemple, tous les textes scientifiques grecs sont des textes bien postérieurs aux Grecs. Ils ont été retrouvés au IXe siècle. On pourrait parler d'Euclide, il reste quand même un document d'Euclide du IIIe siècle. L'Almageste, il n'y a que 2 documents du IXe siècle qui ont été retraduits de l'arabe. On n'a aucun document, on n'a pas l'équivalent du papyrus de Rhin, vraiment. On n'a pas quelque chose écrit par Archimède, qui nous aurait laissé, ou par Euclide. On a des documents qui ont voyagé, ont été traduits, ont été modifiés, ont été amendés, et qu'on a récupérés comme étant, effectivement, normalement, l'émanation de la science grecque. Lorsque les Arabes ont présenté aux Européens les manuscrits en arabe, ils leur ont dit, vous savez, ces manuscrits-là émanaient de vos ancêtres grecs. Ils auraient pu faire comme les Occidentaux aujourd'hui, mentir. Voilà, il y avait une civilisation autrefois, de la Grèce antique, qui avait hérité des savoirs de civilisations plus anciennes, africaines. Voilà leur production intellectuelle que nous avons récupérée au moment de la destruction des documents grecs. Nous avons préservé des copies en arabe. Mais l'arabe qui a recopié un document... Quand j'avais 14 ans, je me suis rendu compte que ce qu'on nous dit sur nous est véritablement très étrange, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est un flou artistique, c'est un peu comme si on veut fabriquer une jeunesse hors sol. Moi, j'ai refusé d'être hors sol, parce que je me suis dit, la graine, quand on la met en terre, elle commence par faire des racines avant de s'élever. Moi, on ne me met même pas en terre, donc je n'ai pas la possibilité de faire des racines. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Donc, arrivé au bac, j'ai, dans le cadre de ma copie de philosophie, j'ai expliqué simplement que, compte tenu du fait que je suis sur un territoire colonial qui m'offre qu'un seul point de vue, c'est le point de vue de Paris, je considère que n'ayant pas la capacité d'avoir un esprit critique sur ce qui m'a été enseigné à l'école depuis la maternelle, je considère comme nul et non avenu tout ce qu'on m'a enseigné depuis la maternelle. J'avais quand même ce désir de dire à ce système ce que je pensais. Et j'ai dit, voilà, la chose est très simple, c'est que moi je partirai à la rencontre de l'objectivité. Parce qu'on ne peut pas vous apprendre l'histoire de Chine, l'histoire de l'Europe, l'histoire de tout le monde, des Martiens et compagnie, et puis votre propre histoire, il n'y a même pas le désir de la moitié de la volonté de vous l'enseigner. Il est quand même une chose, enfin il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Africain, le noir aujourd'hui sur cette planète au moment où je vous parle, qui va donner la préséance à un dieu non africain avant de parler de son propre Dieu, c'est parce qu'en fait, il a été victime de ce qu'on appelle l'escroquerie intellectuelle du colonialisme, de tout, je dirais, les 4 points cardinaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une grande machination, et qui fonctionne, et qui a fonctionné, il faut quand même se le dire, vous voyez, parce qu'on trouve étrange quand même que Dieu crée l'homme en Afrique, donc les humains sont les enfants de Dieu, et quand il sort son fils, c'est pas un Africain. Tu dis, mais attends, mais il y a un truc... T'as des gamins de 5 ans qui te disent ça, ils disent, mais moi j'ai toujours... Ça colle pas. Mais non, mais ça colle pas. Tu vois bien que c'est de la mise en scène, on est à Hollywood là, on n'est pas dans la réalité normale. C'est nous, Bachir. Et on le parle là. Je vais très bien, Bachir, parce que j'ai relu la charte de l'impérialisme. Ah. Et j'ai retrouvé, parce qu'on nous demandait ici un jour que... Quelle est la source? Quelle est la source? Oui. Voilà. Alors Bachir est venu avec la source. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Elle a été renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en 2 blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Bachir, la source de ce document, je vous le dis, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, c'est en Belgique, je crois. Tervuren, c'est en Belgique. Donc nous donnons la source. Oui. Si vous allez là-bas, vous allez trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il n'y a pas de preuve. Voici la preuve. Donc on donne les sources de l'origine. La première, regardez. Article 1, je vais si vous voulez rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Oui. Article 2 de la Charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous.
nous n'exerçons pas la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. On va arrêter de la. Il y a combien d'articles à peu près? Non, c'est beaucoup. Je survole, appelez-vous. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique, article 6. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. J'ai écouté très bien. Article 17. Je saute. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire, Bachir, a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je termine par l'ONU. Écoutez bien, article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. M. Bachir, dites bien, les résolutions de l'ONU sont des tests qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon cher Bachir, je termine par là. Notre devoir, article 25, est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Installer la misère, la division, les guerres, le chaos pour les dominer, les exploiter et les piller, ouvrez vos oreilles, à travers les missions des Nations Unies, mon cher Bachir. Notre règle d'or, article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Alors, Bachir, je ne continue pas. Ouais. Charte de l'impérialisme. Je vous dis, on en a demandé, il n'y a pas la source. Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren est une commune néerlandophone de Belgique, située en région flamande, dans la province du Brabant flamand. Tervuren, oui. On donne les sources, on donne le lieu. Très bien. Voilà. À ce qui va suivre, parce que ce qui va suivre est suffisamment délicat. Donc, en résumé, nous avons trois identités, la force, le pouvoir et la puissance. Le Dieu septien est appelé le grand de puissance, parce qu'en réalité, avec la puissance, il n'y a plus aucune limite, et c'est normal. Le pouvoir est aurien, il appartient à Horus. C'est lui qui exerce le pouvoir régalien, le pouvoir pharaonique, c'est lui qui fixe les frontières et qui sait que la Maat est sa fille, sa femme et son enfant. Il y a donc Osiris qui est le transcendant et qui représente la force. Seulement, il faut comprendre que la puissance est enfant du pouvoir, mais que le pouvoir est enfant de la force. La plupart du temps, dans notre vie politique, les gens oublient la force et les gens n'exercent que le pouvoir. C'est ce qui fait que le pouvoir se corrompt, parce que le pouvoir ne peut pas être autonome. Il dépend de la force. Lorsque vous voulez exercer le pouvoir et que vous n'exercez que le pouvoir, vous allez constater, la plupart des chefs d'État, ils sont au pouvoir et à un moment donné, ils constatent que ça ne va pas, mais ils n'arrivent pas à se soustraire du pouvoir. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on exerce le pouvoir, alors qu'on a ignoré la force, c'est le pouvoir qui prend possession de vous. Même si vous croyez dans votre
dans votre délire personnel, dans votre schizophrénie intérieure, que c'est vous qui avez encore le pouvoir, que vous avez le pouvoir de faire ci, de faire ça, vous vous trompez. Le pouvoir vous a déjà eu. Une fois que le pouvoir a pris possession de vous, vous n'avez plus la possibilité d'avoir une lucidité d'esprit. Parce que justement, l'esprit, c'est la force. Or, quand vous perdez cette lucidité d'esprit, c'est que vous avez perdu la force, mais vous avez le pouvoir. En ce moment, le pouvoir devient dangereux. Il devient dictatorial. Et vous ne verrez même pas votre chute arriver. Et tout ce que vous serez en mesure de faire, c'est de chanter un jour ou de répéter un jour devant une caméra, make noise, make noise, make noise, make noise. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour rire. Donc, pour vous ramener un peu à la réalité de la chose, c'est que la puissance ne peut pas être exercée en dehors du pouvoir, mais le pouvoir ne peut pas être exercé en dehors de la force. La force est toujours intérieure, elle est liée à l'esprit, elle est transcendante. En elle-même, elle est parfaite, mais le pouvoir n'est pas parfait, tout comme la puissance n'est pas parfaite. C'est la raison pour laquelle le grand de puissance a des limites au niveau de sa sexualité, limites qui lui sont imposées par le pouvoir. Et comment, Godson? Je vais vous l'expliquer. Dans les batailles de Seth et de Horus, dans les combats de Seth et Horus, ou dans les aventures de Seth et Horus, vous allez constater que les ancêtres égyptiens avaient réalisé quelque chose de formidable. Ils arrivaient toujours à faire gagner la bataille au dieu Horus. Pourquoi? Parce que le dieu Horus ne gagne la bataille que grâce à Osiris. En fait, c'est pour ramener l'identité de la force dans le pouvoir pour maîtriser la puissance. C'est tellement intelligent, c'est tellement subtil que la plupart des gens ne comprennent pas comment cela s'opère. Toutes les fois que le grand de puissance, le dieu Sétien, a voulu abuser de façon homosexuelle de Horus, Isis était toujours là pour déjouer ses plans. Isis dit à son fils, ton oncle va venir vers toi et va vouloir avoir des rapports sexuels avec toi. Mais comme c'est quelqu'un qui ne résiste pas, il éjacule rapidement, tu n'as qu'à placer ta main là, il croira que c'est entre griffes ton derrière qu'il veut pénétrer et il va jouir dans ta main. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en quelques instants seulement, eh bien, le dieu Sétien a éjaculé dans la main de Horus. Parce que justement, il ne peut pas se retenir, il est l'éjaculation précoce, il est la sexualité débridée. Parce qu'en réalité, il n'est pas sous la maîtrise d'une chose essentielle, ce que nous verrons bientôt plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer après lorsqu'il récupère disons, le sperme ou l'entité séminale spirituelle même de Dieu Sétien? Eh bien, sa maman va lui couper la main parce qu'il est devenu impur et sa maman va le purifier. Et après l'avoir purifié, sa maman va faire avaler, à travers une stratégie ou un stratagème, va faire avaler, n'est-ce pas, le sperme au dieu Sétien lui-même, dans certaines versions, d'accord? Ou dans d'autres versions, on vous dira que, eh bien, sa maman va couper sa main et va jeter cela dans le Nil, va demander maintenant à son fils, ou va masturber son fils, va recueillir donc son liquide séminal qu'il va faire boire, n'est-ce pas, à Seth. Et lorsqu'on va demander au cours de l'Assemblée des dieux, Seth va accuser son frère parce qu'il va dire, je l'ai sodomisé et j'ai éjaculé dans son ventre. Et les dieux vont dire, mais appelons le sperme de Seth. Mais lorsqu'on va appeler le sperme de Seth, on va voir que le sperme va sortir peut-être du Nil ou dans un endroit incongru. Mais lorsque on va dire maintenant qu'on va appeler le sperme de